C'est bon, Enfin, on bon, peut bref. parler de choses intéressantes ou on continue de parler des Anneaux? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh oui! Bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek. Animée. J'hésite toujours à dire des C'était trucs très bien. supplémentaires. Ça va Thierry? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va Marguerite? Ça va. Ça va. Oh mon Dieu! Et mon micro il est tombé. Il y a un suicide de micro en direct là. Ah ouais, là c'était... Désolé. Tout va bien? On m'entend toujours? Ça va. Oui, Nos Ouais, oreilles ont ça va, survécu a Sean? priori. ça va très bien. Bonjour, Un peu Sean. ému. Un peu émoustoufflé, mais non, ça va. Ému parce que ça y est, nous parlons de l'épisode 16, du dernier épisode de la saison 1. Non, ému par ton micro, voyons. Ah non, ému par mon micro. C'est un rod que j'ai cassé à plusieurs reprises. Donc là, on ne doit plus m'entendre. Que j'ai cassé à plusieurs reprises. Il est tombé très souvent. Il n'y a plus de pied, il n'y a plus d'anti-pop. Donc j'ai créé un anti-pop moi-même, mais il est cassé lui aussi. C'est un très vieux micro qui fatigue très sévèrement, donné sur le Patreon de Star Trek pour les nuls. Ou de Pour une poignée de review. Ou donné sur le Patreon de Sean. Voilà. T'as toujours un Patreon, Sean? Non. Non. Ce serait Le mec, il n'a pas fait de vidéo depuis 10 ans. Ouais. Ce serait du vol, là, tu sais. Ah, donc, ce soir, on se retrouve pour parler de l'épisode 16 de la série animée, à savoir The Djihad, en version originale, qui s'appelle, en version française, Marguerite? Pareil. Et oui, il s'appelle Djihad également, des fois avec un D devant. Je ne sais pas si vous avez eu la même chose, vous qui regardez ça avec des sous-titres. Ben, moi, sur les sous-titres du Blu-ray, l'épisode s'appelle en français Jihad, J-I-H-A-D, mais quand il le prononce dans l'épisode, il y a un D. Bon, pourquoi pas. Les deux se valent. Diffusé pour la première fois le 12 janvier 1974, se déroulant à la date stellaire du 5693.1. Et au scénario, nous retrouvons Stephen Kandel. Stephen Kandel, Thierry, quelque chose à dire? Ton micro est coupé. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Oui, tout à fait. Stephen Kandel, on en a déjà parlé en fait. On en a parlé dans l'épisode sur Mutt's Passion. Et donc, tout ce que j'avais à dire sur lui est dans cet épisode. Donc, faut aller le revoir si vous voulez savoir. Voilà. Voilà, il avait écrit un épisode pas incroyable. Par contre, Djihad, en quelques mots, Marguerite, qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai rien pensé de spécial. Sérieux? C'est mon épisode préféré. Ouais, ça, depuis le temps que tu nous en parles, oui, ça, je m'en doute. Disons que c'était assez varié, voilà. Mais enfin, oui. ça m'a donné l'impression d'aller au zoo. Ben non, c'était la semaine dernière, ça, le zoo. C'était sur la planète mystérieuse. Et toi, Sean, en quelques j'ai eu mots, l'impression d'aller au zoo. Ouais. Je l'aime bien, je l'ai toujours bien aimé cet épisode. Oui, non, mais j'aime bien la variété de toutes ces races que l'on voit qui sont soi-disant, il y en a certaines qui sont comme je sais pas, ils introduisent la race des félins comme si c'était comme super important, mais on les a jamais vus avant, puis on les reverra jamais. C'est la première espèce à avoir exploré l'espace. Ouais, J'aime Vedala, ouais.
Pas la première de ouais. la fédération, pas la première Non, du. la première La que première. eux connaissent à date, on va dire, Non, mais à ce c'est-à-dire que moment-là. l'épisode, rappelez-vous, il y a 2 épisodes, l'espèce qui avait créé les boîtes, machin, je sais plus comment il s'appelle, les esclavagistes là, les slavers, Oui. ça compte pas. Il y avait les hommes chats avant, ils étaient là avant. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça, mais on reverra une scène, mais moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Je l'avais compris que c'était parmi ceux que la Fédération connaît, ces chats-là, c'est les premiers qui sont encore en vie qui avaient exploré, à mon avis. Mais bon. En J'aime parlant de aussi cet épisode, j'aime revoir des Digbats, même s'ils sont mécaniques. Attends, garde la surprise. en parlant de ça, il ressemble vachement au Xinti quand même, les Vedala. Ouais. Mm. Mais Bah, il bon, ressemble spécifiquement au Xinti fatigué. sans vouloir être raciste, j'ai l'impression que tous les hommes chats de Star Trek se ressemblent alors qu'on a 3 ou 4 espèces non. différentes. Mais alors, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Non. MRS, les Kaitian, ils ressemblent pas du tout aux autres, je trouve. Ouais, c'est des Avec chats. Lower Decks, ça a un peu changé, mais MRS, elle est vraiment différente, je trouve. Ah, ok. Je suis très surpris que l'Ordex n'ait pas ramené ce chat-là, d'ailleurs. Ouais. Alors, cette race C'est de pas chat-là. C'est pas fini. Bah oui, l'Ordex, c'est fini. Ah ouais? Bah oui. Ok, tant mieux. Oh, le vieux râleur. J'en sais rien, j'ai pas suivi. J'ai arrêté à la 2e saison, je crois. Ok. Voyons. Ah ouais. Sinon, Ah ben, désolé petite pas, parenthèse, sur le Netflix, je sais pas si c'est pareil pour le Netflix US, mais ici, le Netflix Canada, ils ont oublié The. Il s'appelle juste Jihad. Et oui, alors. Ils l'ont aussi oublié de Eye of the Beholder, le précédent aussi. Il n'y a pas de The. Eh bien, alors, sur le DVD, sur le Blu-ray, il est également écrit Jihad, tout court. C'est sur l'écran titre de l'épisode qu'il y a marqué The Jihad. Donc, je sais pas, peut-être que le nom officiel reste Jihad. Ah, vous me mettez le doute là. Je vais aller voir sur mon coffret DVD. Et le précédent? Et celui d'avant? J'ai pas fait attention. Parce que c'est vraiment, quand tu t'en vas sur Wikipédia, c'est vraiment The Eye of the Beholder. Il est parti, il est parti, il est revenu en 2 secondes. Ouais. Il est bam bam. C'est servi du transporteur. Hyper efficace. Ton micro est toujours coupé, Thierry. Il manque le The pour les 2 épisodes. Mais ce qui est drôle, parce que tous les autres épisodes, quasi à une exception près, quasiment tous les épisodes de la saison ont le The. Donc moi, commence par ça. Ouais. Il y est bien dans mon coffret DVD. C'est bien écrit The Jihad. C'est marrant ça. Voilà. Je revérifierai sur le coffret Blu-ray, mais il me semble que c'est marqué qu'il n'y était pas. Enfin, qu'il y avait. Du coup, Sean est parti vérifier aussi. On n'a pas le même coffret, toi et moi. Oh là là, le sauvage. Il traite ses DVD comme Rémi traite son micro, quoi, n'importe quoi. Pas du tout. Mais pas du tout. Attendez, là. Du coup, je sais pas en fait. Est-ce que je lance le journal de bord ou est-ce qu'on t'attend? Oui, non, c'est bon, il y est. Pour les personnes qui nous écoutent en podcast, ça fait très ASMR. Il ouvre son coffret de Blu-ray. Clac, clac. ASMR d'ouverture de coffret Star Trek, ouais, c'est pas mal. Peut-être que ça me ferait écouter de la ASMR. Qu'est-ce que j'en ai fait? Où ils ont mis? Ça marcherait que si quand tu ouvres ton DVD, il y a un jingle ou un truc, ce serait marrant. Ok, non, ils ont mis la série animée avec The Jihad, effectivement. Ok, donc l'épisode s'appelle officiellement The Jihad. Ok. Bien. On y va? Oui. Journal de bord. Hop. Journal du capitaine, date stellaire 5683.1. Nous devons nous rendre sur l'astéroïde Vedala pour une mission particulière. Les Vedala sont les plus anciens explorateurs de l'espace connus. Ils disent qu'un terrible danger menace la sécurité de la galaxie. Ils ont fait appel à des spécialistes, dont Spock et moi faisons partie. Scène numéro 1. Nous retrouvons donc l'Enterprise en mission plus ou moins diplomatique, puisque l'élite de certaines espèces doivent se rencontrer pour une raison que l'on ignore.
Kirk et Spock sont dans le télétransporteur. Spock tombe à l'eau. Non, je sais calme. Kirk dit à Sulu, si nous survivons, nous reviendrons. Ok, ça donne envie. Scène numéro 2. Cette accroche avant la téléportation. Tu peux pas mettre les captures d'écran par hasard. Oh mince, pardon. Hop là, les beaux vaisseaux que voilà. Il y en a un qui est pas du tout pratique, hein, mais Lequel? celui tout à gauche là avec son. Je sais pas. Oui. Je sais Alors, pas pour si le coup, c'est encore, et oui, une réutilisation des vaisseaux de Bob Klein sur le premier épisode, là où il en avait fait une centaine de ratés. Voilà. Et je crois que plusieurs des vaisseaux qui sont là ont été vus dans le cimetière des vaisseaux de The Time Trap. Ok. Chenifact. Oui. Ouais, non. Après, toujours pareil. Là, le vert avec les formes bizarres, il est toujours aussi cool. Le jaune me paraît intéressant, mais celui tout à gauche, je vois pas ce qu'il a voulu. Ce qu'il a voulu chercher, ce qu'il a voulu émuler. Peut-être que c'est des ailerons, peut-être c'est du tuning de vaisseau. Non, bah alors pour rappeler le contexte, parce que le premier épisode il commence à dater un petit peu maintenant. En fait, Bob Klein, il y avait eu des problèmes de communication entre Gene Roddenberry, ce qu'il voulait, la boîte de prod, ce qu'il lui donnait à faire, et lui ce qu'il comprenait. Et en fait, pendant un bon moment, il pensait qu'il fallait faire un vaisseau de Starfleet. Et donc, il faisait proposition de vaisseau Starfleet. Ça repassait par, je sais pas qui d'ailleurs, chez Filmation. Et ça arrivait chez Roddenberry, il disait non, je veux un truc bizarre. Et du coup, il lui disait non, mais c'est pas assez bizarre. Donc, il faisait un vaisseau Starfleet bizarre. Et puis, du coup, ça revenait. Et il lui disait mais non, mais je veux vraiment un truc, c'est pas assez bizarre. Donc, il revenait, il faisait un vaisseau Starfleet encore plus bizarre. Jusqu'au moment donné. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait plein de vaisseaux qui ont des petits airs de vaisseaux Starfleet, mais qui sont très étranges parce que voilà. Et d'ailleurs, le vaisseau tout à droite aussi, il fait penser un petit peu à des designs de vaisseaux qu'on verra beaucoup plus tard dans la franchise. Oui, Star ils font un Trek. peu voyageur, honnêtement. Oui, Voyager ou comment il s'appelle ce vaisseau expérimental là, qui se divise en 3 parties, je me rappelle plus. Ouais, ça aussi. Il me fait penser à ça un peu aussi. Ok. USS quelque chose. Ouais. Sinon, c'était Oui, ça aussi. On continue. Cette accroche Allez. un peu étrange, on appelle des mecs de Starfleet, on leur dit il faut que vous veniez vite, mais on vous dit pas pourquoi. Ça arrive. Oui, c'est en fait. Ils font ça à Picard aussi, non, de temps en temps, non? Je suppose que les Vedala, c'est quand même soit des membres de la Fédération, soit des alliés très proches de la Fédération. Et que en général, quand ils appellent pour un grave danger, c'est pas pour n'importe. Enfin, c'est pas parce qu'ils se sont cassés un ongle, quoi. Donc du coup, je pense qu'ils leur font confiance pour dire que s'ils ne s'expliquent pas, c'est que c'est long à expliquer et que ça sera plus simple d'expliquer sur place, quoi. Oui, pas le temps. On se retrouve à la sortie nord de Monderalcor. Et après, je pense qu'il y a évidemment. Bizarre, en fait. Vas-y, Marguerite. Bah non, juste dire ce qui est le plus bizarre, c'est Kirk qui dit à Sulu, ouais, on risque de mourir, quoi. Ça, j'ai trouvé ça un peu excessif quand même. Nos problèmes. C'est pas parce qu'il sait pas où il va que tout de suite, voilà, il risque de mourir. Attends. Après, ils ont peut-être eu un mini briefing où ils savent qu'il y a des équipes qui se sont plantées avant, ou je sais pas. C'est une mission impossible. Que clairement, si vous l'acceptez. Quand on voit la scène d'après où c'est expliqué et que tout ça, on peut se dire oui, ils ont des chances de mourir, quoi. Mais en même temps, c'est un peu vrai de plein de missions qu'ils font, donc je sais pas trop. Enfin bon, je sais pas. Même si je m'avance un peu parce qu'on n'est pas encore rendu à la fin de l'épisode, il mentionne aussi que deux missions précédentes ont échoué. Et donc, c'est mentionné déjà dès l'intro? Il me semble, pas au début. Ah ouais? Ouais. Si, il me semble que dans le briefing, c'est mentionné, ouais. Ah, peut-être.
Mais Non, dans moi, le je me briefing, rappelais dans la prochaine scène, mais dans ce que tu viens de nous lire, dans le journal de bord, non. Hein. Ah non, pas du tout, non. Non, Non, nous, à mais ce lui, moment, peut-être, on peut peut-être assumer le capitaine, il a reçu comme une certaine communication là-dessus, un minimum d'informations, tu sais. probable. Oui. Allez, scène numéro 2. Nous voyons donc les deux se matérialiser dans ce qui semble être une clairière au milieu d'un groupe bien hétéroclite. On a l'impression d'être dans Donjons et Dragons. On a un voleur, une chasseuse, un magicien et un paladin. Char, l'oiseau anthropomorphe, explique que son peuple, les Scorves, est un peuple guerrier et belliciste. Mais grâce à un certain Alar, c'est quoi ce geste, Sean? C'est pas ça le geste. C'est pas ça qu'il a fait. Ah oui, C'est ça toi, qu'il tu fait. Oui, oui. Je l'avais vu faire ça, moi. Grâce donc à Alar, ils sont pacifistes. Sauf que Alar est mort. Mais quand il est mort, on a enregistré son esprit dans un truc. Bah Et oui. ça, c'était il y a longtemps. Sauf que ce truc a été volé. Alors les Scores, ils sont prêts à partir en guerre contre l'entièreté de la galaxie. Eh ouais. On ne sait pas qui l'a volé, mais grâce au chat qui fait apparaître des trucs, on sait où elle se trouve. Sur une planète de l'enfer. Kirk et Spock sont OK pour aller chercher l'âme de Alar. Le chat croise les bras et paf, tout le monde est téléporté sur la planète. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette introduction. Juste, je vais vous laisser parler parce que mon ordinateur me dit qu'il n'a plus de batterie et j'ai le chargeur juste à côté. Marguerite, cette intro, hétéroclite, le zoo qui compte. Ouais, bon, j'ai rien de spécial à dire en fait, je vais plutôt vous laisser parler là. Allez, qui prend la suite? Moi, j'aime bien. J'aime bien l'espèce de début de mission qui est comme bien établi. J'aime bien rencontrer tous ces gens. C'est sûr que ça fait un peu Donjons et Dragons, comme il dit là. Ça fait un peu parodie. Parce que d'un coup, on présente toute cette espèce d'équipe. Ça m'a un peu fait penser au film Section 31, maintenant qu'on l'a vu, tu vois. Pour être honnête. Mais c'est pas une comparaison qui sert beaucoup l'épisode. Cet épisode-là se prend, si j'ose dire, moins au sérieux que 31. Et au final, nous donne un résultat que je préfère. Mais j'aime beaucoup tout le monde. Puis j'aime bien la voix de monsieur l'homme vert là. Avec son nom chelou. M3. Ouais. J'ai des choses à dire sur sa voix. Ah, c'est pas parce que. Et non. Non. James Doohan a fait Le Lézard et Score, il me semble. Oui, c'est ça, oui. C'est David Gerrold, qui n'est pas du tout comédien de doublage, qui est scénariste. Très bon scénariste d'ailleurs, puisqu'il a écrit The Trouble with Tribbles, The Cloudminders dans TOS, et More Troubles. Donc on a déjà parlé de lui en tant que scénariste dans cet épisode-là. Et il était là. Et en fait, c'est lui qui a voulu le faire. Il a demandé à Al Sutherland de le faire parce qu'il voulait une carte de la Screen Actors Guild, donc SAG, SAG, dont on a pas mal entendu parler il y a quelques années. Maintenant, il y a quelques années, c'était quand? C'était l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus. Quand ils ont fait leur grosse grève. 2025. Ouais, au début d'année, voilà. Et donc, il voulait une carte de cette guilde d'acteurs. Et donc, pour ça, il fallait qu'il ait un rôle. Et donc, rôle de comédien de doublage, ça suffisait. Et puis, comme il avait écrit un scénario pour cette série, et puis que, c'est un habitué Star Trek, il s'est dit, tiens, faut toujours demander, quoi. Puis je pense que Al Sutherland, il s'est dit, on va pas le payer bien cher, vu qu'il fait ça juste pour la carte, c'est banco. Voilà. Et donc, on a un scénariste il nous donnait la carte, c'est tout. C'est rigolo. Ouais, c'est sympa. C'est marrant. C'est la voix que j'aime le plus de toute la série. De tout cet épisode, honnêtement. De l'entièreté de la série. Non, de cet épisode-là. Alors, il disait qu'il avait aimé le faire, mais qu'il était un peu frustré de ne pas avoir pu faire de retake, parce qu'en fait, après avoir enregistré, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait envie de faire une voix différente pour ce personnage, en fait.
que la voix qu'il a choisie à la base. Mais il n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas le budget, quoi. Et puis donc on lui a dit ah non, trop tard, t'as enregistré, c'est fini. Voilà. Bienvenue dans le métier de comédien de doublage. Allez, tu rentres ta carte. Oui, alors j'exagère un petit peu quand je dis ça fait Donjons et Dragons, mais c'est une sensation que j'ai à chaque fois. Et ça me fait marrer. On a vraiment, ils le disent, hein, de toute façon, ils le cachent pas. On réunit une équipe de spécialistes. Ça fait très Michael Mann aussi dans l'esprit, parce qu'il fallait que j'en reparle. Et donc chacun est là pour quelque chose de bien déterminé. Donc il y a celui qui est très 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 fort, celui qui est très 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 intelligent, celui qui sait crocheter les serrures, celui qui a un leader né et la pisteuse. Et tu vois, et je trouve ça, c'est savoureux, c'est mignon, ça me fait marrer. Ah bah ça fait très équipe de JDR, ouais, c'est sûr. Équipe de braquage aussi. La A-Team, oui, voilà, pareil. Tout à fait, la Ace Team. Ouais. Et il y a un truc qui me marque, moi, là, c'est qu'à ce moment-là, d'ailleurs, tu l'as dit dans ton résumé, Rémi, c'est un bon point, hein, bravo. C'est que ce qu'ils vont chercher, c'est un esprit stocké dans un objet. Et moi, ça me rappelle Star Trek 4, qui est sorti bien plus tard, où il y a cette idée du Katra. C'est The One with the Well. Qui est stocké dans des objets, quoi. Où ils ont leur montagne, je sais plus comment elle s'appelle, là, où ils ont les Katras qui sont réunis, comme ça, quoi. Puis encore plus tard, on verra dans Enterprise, en saison 4 d'Enterprise, on récupère le Katra de Surak qui est de nouveau stocké dans un objet qui est dédié à ça, quoi. Il est stocké dans un objet ou il est stocké dans les gens? Ah non, il y a une lanterne, non? C'est pas ça, une espèce de... Une lanterne. Ouais, enfin, oui, c'est un genre de vieux machin technologique. Je l'ai vu récemment, donc oui, au départ, il y a un objet, mais ensuite, ils peuvent passer de personne en personne. Il y a une fusion mentale. My mind to your mind. Allez, et puis scène numéro 3. Le groupe est Attends, j'ai juste un petit truc à dire. Pardon. Oui. J'ai quand même un petit truc à dire. Ça m'a fait rigoler le chat, là, je sais plus comment il s'appelle, là. La pose qu'il a, et en plus avec sa tête, bon, on se dit le pauvre, il a morflé, il est dépressif, on sait pas trop. Et en fait, ça me fait penser à l'épisode qu'on a vu, c'est dans le zoo justement, ou je sais plus, où c'est pareil, il y avait un alien dépressif. Et je me suis dit, le dessinateur, je sais pas, j'espère que pour lui qu'il allait bien, mais il devait être un peu dépressif lui aussi pour faire des personnages comme ça, je sais pas. Oui, mais on en a parlé vite fait. Ça me fait vraiment penser au Xinti. D'ailleurs, je pense qu'ils ont repris le design et ils ont changé les couleurs, quoi. Ils l'ont un peu amaigri, non? En plus, parce que le Xinti faisait presque tigre, hein, tellement le visage était un peu plus carré. Bref. Allez, scène numéro 3. Le groupe est sur la planète, près d'un véhicule à 4 places. Dans ce véhicule se trouve un radar qui va permettre de retrouver l'âme. C'est bon, tu nous as rattrapé. Sauf que lorsque M4 vert l'enclenche, boum, ça explose. Qu'importe, Lara, la chasseuse, peut repérer le chemin. Char s'envole pour faire du repérage. Pendant ce temps, Lara explique qu'elle n'aime pas les Vulcains car ils sont trop froids. Mais elle ne cache pas son intérêt pour Kirk. Kirk lui répond « Ok, mais c'est pas du tout le bon moment là. » Pourquoi pas? Donc encore une fois, on oublie complètement que Spock est en fait en partie humain. Ou alors Kirk qui prend pas le temps de lui expliquer, il est comme on s'en fout, quoi. Mais en fait, c'est un petit peu ce qu'il dit. Il le dit un peu, puisque Kirk la reprend en mode oui, mais Spock, il est spécial. Il n'est pas comme les autres Vulcains, donc en fait, ça veut dire que voilà. Oui, c'est vrai, bien vu. Ah, ok. Sinon, c'est à ce moment-là que ça me fait penser un petit peu à du Rick and Morty, quoi.
Genre, cette espèce de troupe de gens Oui, chelous c'est avec un véhicule chelou sur une planète. Voilà, ça fait. Chelou. c'est Avenger 3 ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle là, Le mais fameux. ouais, ça fait Rick and Morty un peu là. En fait, voilà, tu sais, on dit souvent les Simpsons, pas les Simpsons, mais South Park l'a déjà fait. En fait, on va pouvoir dire Star Trek l'a déjà fait, quoi. Ça fait longtemps que je dis toujours que Star Trek l'a déjà fait. Chaque fois que je vois Ouais. un film de science-fiction, je dis que Star Trek l'a déjà fait. Ça, ouais. C'est vrai que c'est régulier. Scène numéro 4. Alors que le groupe est en route dans ce véhicule qui n'a pas l'air pratique du tout, sous un orage infernal, d'un coup, la pluie s'arrête et le soleil prend place. Mais une éruption volcanique a lieu. M4 Vert crie qu'ils vont tous mourir. Et Spock de répondre qu'en effet, statistiquement, ça risque d'arriver. Char les interrompt. Il a trouvé l'endroit où est l'âme. On voit alors un truc vaguement triangulaire, rose et bleu, briller. Mais soudain, une éruption volcanique a lieu et le groupe se trouve en danger. Coupure pub. Donc, je ne sais pas si on l'a déjà passé, mais il y a littéralement un moment où la dame, l'espèce d'Amazon, la guerrière qui vient de sa planète de guerrière, elle appelle Char Bird Person. Donc, c'est littéralement Rick and Morty, quoi. Voilà. Phoenix person. Ok. Non, je n'ai pas fait attention. Et dis donc, sur la capture juste avant, je sais plus où on les voit tous dans le véhicule. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 4 places. Donc là, ça veut dire que Spock, il est à côté de l'homme en vert, là, de Monsieur CTLM. Et derrière, Kirk est assis sur les genoux de Lara. Je vois que ça comme explication. Non, il y a une banquette à l'arrière. Il y a une espèce de fausse banquette à l'arrière, mais ils l'ont mal coloré, c'est tout. Donc c'est le reptilien qui s'est mis sur la banquette. Mais ce véhicule est vraiment affreux. Enfin, comment tu veux rouler avec ça? Rien que le rouleau compresseur devant, tu peux pas rouler avec ça. Tu peux pas aller vite, tu peux pas contrôler, tu peux pas c'est un rouleau compresseur du futur, Rémi, tu comprends pas? Ça, c'est un véhicule qui a été fourni par les chats, là? Genre globalement. Oui, c'est les Védalins qui l'ont donc, fourni, ouais, je pense. Ça, c'est leur idée du Dune Buggy, quoi. C'est ça. Avec ça, vous allez être bien. Ils sont pas à l'abri de la pluie et au premier accrochage. Bon, bref, on y vient dans 3 secondes. Scène numéro 5 sur l'Enterprise. Ah non, c'est juste une image de transition. On est toujours près du volcan. Une coulée de lave barre la route tout en fonçant sur eux. Le véhicule sera trop lent pour contourner la coulée et pour fuir. Mais M4 Vert peut trafiquer le truc pour faire une poussée fantastique. Pendant ce temps, Char voit une falaise et propose à Kirk de faire dévier je sais pas comment la coulée. Kirk approuve et donne des ordres. Bon, bref, c'est pas évident de tout expliquer, mais en gros, le groupe, grâce à sa cohésion et son professionnalisme, arrive à s'en sortir de justesse. Bravo! La course-poursuite, en plus, est pas dégueu, j'ai noté. Là, j'ai un petit truc à dire. Oui. Vraiment, au tout début de la scène, ça m'a fait mourir de rire. Et elle a donc, waouh, il y a la coulée de lave qui arrive, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Réflexe. Oh, ben, on va discuter. On va discuter des possibilités pendant je sais pas combien de temps. Ah, puis on va avoir le temps de bricoler le truc avant que la lave arrive sur nous, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment symptomatique de Star Trek et c'est ce que j'aime pas dans plein de Star Trek. C'est oui, le vaisseau va exploser. Bon, ok, on marche tranquillement dans le couloir. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ben, là, en l'occurrence, une coulée de lave, c'est rapide. Enfin, ça te touche, c'est hyper rapide quand même. Mais par contre, tu as le temps. Non. Pas, ils sont loin de la montagne, ils sont pas au pied. Je sais pas. Ouais. Moi, Disons que je pense que c'est prévisible une fois qu'elle a commencé à couler, tu sais qu'elle arrive quoi. Mais après, ben moi c'est le contraire. Moi j'aime bien qu'ils prennent le temps de discuter.
Parce que Bon, du coup, qu'est-ce que- ils sont efficaces après, quoi. Ils perdent un peu de temps à discuter, mais après, dans l'exécution, on voit. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Rémi, on voit qu'ils sont efficaces en tant que apprennent groupe de- à agir, quoi. Et puis bon, ils n'ont pas non plus parlé pendant 3 heures cette fois. Ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Spock, c'est l'idée de Spock. Il dit on peut trafiquer le machin. M4V dit qu'il Ouais, peut le M3. faire. Ouais, c'est comment? C'est pas M3? Il s'appelle M4? Ah, moi j'ai M4V vert. Moi, Ah, j'ai noté EM3 Green. Ouais. sérieux? Oui? EM3 Green, je pense que c'est 3. Ah merde. Je sais pas compter. 4, c'est son collègue, tu sais. Ok. Bon, désolé. Non, j'ai pas tant de problèmes. Surtout, ben, oui, il y a des endroits, il y a des moments dans Star Trek où il y a un peu plus d'urgence et tu te dis qu'il devrait être peut-être un peu plus tu sais, proactif ou efficace. Mais j'ai pas de problème avec l'idée vraiment du concept que on reste calme un peu en tout temps, on se coordine, puis après on peut arriver à notre solution. Tu sais. Surtout que là, ben, une coulée de lave, tu sais, la coulée de, comment ils appellent ça, le lahar, là, la boue qui coule d'un volcan, ça c'est ultra rapide, là. Ça peut comme emporter des maisons, ça. Mais ouais, c'est encore plus dangereux que la lave parce que ça Et puis les emporte nuits littéralement ardentes. tout. Mais la lave en soi, ça c'est quand même assez tu sais, tranquillou. Là. C'est juste Bon. que c'est inarrêtable, quoi. Et ouais. Comme toi, Mais ils Shen. vont quand même réussir à l'arrêter. Ben oui, Avec oui, le mais caillou. c'est voilà, freiner. Elle a peut-être dévié un peu, puis c'est le top team de tout Starfleet. Là. Avec une De toute jolie la fédération. une jolie animation. C'est très agréable. Je travaille sur une tablette ce soir et j'ai juste à toucher l'écran pour changer. C'est génial. Avec une super animation de la lave qui vient renverser, Qui pas surgit. renverser, aller au-dessus des cailloux. Bref. Allez, scène numéro 6. Oh mon Dieu! Le véhicule heurte un rocher et Spock est expulsé du véhicule. Il n'y avait pas de ceinture. Il y Je avait pas pense de que ça doit être ceinture, un véhicule qui doit être fourni par Score. Tu sais, la race des gens qui volent. Ils n'ont pas besoin de J'avoue que véhicules, ils ne savent pas comment les construire. Tu sais. Heureusement, Kirk saute et fonce le rattraper, alors qu'il demande d'être abandonné. Et à ce moment-là, je me suis dit que si l'équipage C'est pas était du tout vulgaire, Spock, ça. Spock serait mort dès le premier épisode. Parce que le nombre de fois où ça arrive, Spock qui dit « Non, non, mais allez-y, laissez-moi derrière, tout va bien », et que Kirk revient. C'est un autre équipage, Spock, il aurait pas fait tout ça. Bref. Kirk lui dit « Non, tout le monde va bien s'en sortir cette fois. » Ok. On a espoir. C'est cool. Alors, du coup, oui, on a ce que tu disais, que le véhicule, il est tout pourri parce qu'au moindre rocher, il y a des gens qui s'envolent. Oui, et même je trouve ça décevant parce que vu le rouleau compresseur qu'il y a devant, pour moi, il aurait dû être broyé ce machin en fait. Mais bon. Il l'a raté. Il a fait un écart juste après. C'est qui conduit? Qui c'est qui est devant? Tiens, on va C'est chercher. M4V, non? M3V, vert. C'est Spock. C'est soit Spock, soit EM3 Green. Honnêtement, vu comme le véhicule est conçu, ça pourrait être le lézard en arrière qui conduit. T'as aucune idée, franchement. C'est peut-être une de ces voitures qui a le coffre devant. Là. Il y a une capture que tu n'as pas pris que je veux juste partager, si on peut. C'est plus pour me moquer genre du dessin, pour être franc. Mais je vais partager mon écran. Mais c'est méchant de me moquer parce que je sais que c'était pour créer une certaine perspective quand Spock relève la tête. C'est quand Spock relève la tête. Donc on a des dessins. Ça va très vite, mais on a plusieurs dessins à la suite avec des perspectives différentes. Mais honnêtement, c'est voilà. Le pauvre. Il s'est c'est cogné. C'est vraiment un plan de transition. Ouais. C'est les trucs qui sont là juste pour créer l'illusion de mouvement. Mais... Oui, on en a plein. Tu sais, dans Simpsons, il y en a plein, etc. Mais c'est juste drôle de les voir dans les séries animées parce qu'en général, il n'y a pas vraiment de plan de transition comme ça. Ces séries animées, ils passent d'une pause qui est très définie à une autre. Ouais.
Voilà. Pour une fois qu'ils font des efforts, bah bravo, on se moque. Ouais, on se moque des Spock moches. Voilà. L'épisode est beaucoup animé, hein, celui-là. Alors Oui, ça m'a fait marrer. Ah, pardon. Ça m'a fait marrer. Ce plan-là, pareil, ça dure vraiment une demi-seconde. Mais tu le vois quand même, moi je l'ai remarqué quand même, c'est vraiment... Ils ont juste pris le... c'est ça, ils ont fait glisser le papier, le calque sur lequel il y a Spock. Et voilà, c'est comme ça qu'il tombe. Une main droite ou une main gauche? Ils font ça plusieurs fois dans l'épisode aussi. Bref. Alors pour info, j'ai cherché la vitesse de la coulée de lave, ça me perturbait. Alors vous avez raison, c'est entre quelques mètres à l'heure et 40 km/h. Donc normalement, si le volcan est pas trop près, ça va. Faut pas être à pied, quoi. Vite que moi qui cours quand même, hein, 40 km/h. Ouais, mais ça doit être un volcan. Par contre, je savais pas que ça pouvait aller aussi vite. Ça doit être des volcans énervés. Là. Eh ben, le record, c'est encore plus. Le record, c'est 80 km/h quand même. Pour une coulée de lave, ok, ça doit être assez inquiétant, ça. Ouais, mais vraiment, la moyenne, c'est 10 km à l'heure, donc ça va. Après, je pense que ça doit dépendre aussi de l'endroit, quoi. Si t'es dans la pente juste en dessous, je pense que ça doit aller vachement plus vite que quand... ils disent ça dépend de la plaine, viscosité, voilà, ça dépend de la composition aussi, de ce qui coule. À Mount Doom, ça va assez vite. Là. Ok. Un quoi? À Mount Doom. C'est je sais pas comment on dit en français. Je sais pas, c'est dans le Seigneur des Anneaux, là. C'est la montagne du destin. C'est la lave qui passe à côté de Frodo, là. D'accord. Elle va vite. Ça s'appelle Mount Doom en anglais. Moi, j'ai toujours lu le Seigneur des Anneaux en français. Ça me perturbe. Mount Doom. C'est trop cliché comme nom, je trouve. La montagne du destin, bon, c'est cliché aussi en vrai, mais mais ça fait moins genre entre maléfique non, Mount Doom, ça fait vraiment entre maléfique. Tu sais. Ouais. C'est bon, on peut parler de choses intéressantes ou on continue de parler des anneaux? Scène numéro 7. Le véhicule essaie de gravir une montagne toujours sous la menace de la lave. Mais il n'y parvient pas. Ni une ni deux. Le groupe continue en courant. Ouf! Le groupe a le temps de se mettre à l'abri. Ah, cette position de Kirk. On est d'accord que c'est pas une montée. Ouais, pochette d'album, ouais. C'est quoi? Oui, c'est pas super immense. On est capable de gravir bien mieux, quoi. Oui, voilà, ouais, c'est la petite côte. De toute façon, voilà, ils y arrivent en courant. En plus, avec son rouleau compresseur en avant, là, il n'a pas de traction, je comprends pas. Mais non, mais il y avait une histoire, hein, comme quoi ce que faisait M3VR, c'était juste une poussée et que le véhicule... Ça allait griller le moteur, ouais. Après, les Vedala, ils auraient pu leur fournir un véhicule un peu mieux fichu quand même. Spock râle parce que Kirk doit accomplir sa mission et qu'il aurait dû l'abandonner. Kirk répond que sa mission inclut de garder en vie le meilleur scientifique de Starfleet. Le lézard géant leur crie « Get a room !» alors qu'un blizzard se lève. Ça me fait hurler de rire. Il leur dit « Bon, c'est bon, arrêtez de faire vos politesses. Là, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît. » Et je trouve ça génial. Comment tu traduis ça, get a room? Prenez une chambre? Chercher un hôtel, quoi. D'accord. Non, mais c'est affreux. Ils sont là. Ah oui, vous auriez pas dû me sauver. Vous êtes trop gentil. Ah ben oui, mais bon, il faut bien que je vous sauve. Vous allez être le meilleur scientifique de l'univers. Blablabla. Allez, get a room. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que tu sais, ils mettent Spock et Kirk quand même, tu sais, en plan assez rapproché. Et après, il y a comme un espèce de zoom dramatique sur Kirk pendant qu'il parle à Spock. Ça fait partie de ma mission, de garder en vie mon beau Spock, tu sais. Fait que là, effectivement, l'autre, il est comme, écoute, ça peut pas passer à autre chose. Là. Après, on s'étonne que les gens écrivent des fanfictions. Non, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout. C'est vraiment une question parce que, bon, moi, j'avais pas vraiment pris conscience de ça depuis, à part il y a quelques années, là, quand j'ai commencé à faire du podcast. Mais je me demande, parce que maintenant que je le vois, à quel point, enfin, dans tous ces épisodes, le mieux, c'est grattez-moi le dos, Monsieur Spock, et ça, c'est... Mais
C'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que les scénaristes, parce qu'il y en a plein qui ont fait ce genre de truc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de blague récurrente? Est-ce que c'est pas une gimmick dans tes scénarios sur Star Trek? Tu dois faire une blague sur la relation homosexuelle entre Kirk Je et Spock. pense sincèrement que certains des scénaristes étaient au courant qu'il y avait cette espèce de shipping qui se passait ou qu'ils en faisaient partie. Et donc, du coup, de Attention au temps en mot temps, érotique, c'est ça que j'aurais dû dire. Pardon. de temps en temps, ils essayaient de mettre un petit peu l'idée dans leur scénario, mais exprès, quoi. Pas comme blague, mais je pense que, tu sais... Genre Exprès. assez discrètement pour que ça passe au niveau Ouais. des Ça, pas je serais avoir des- vraiment pas surpris, honnêtement. Je sais pas. Genre, c'est Gene quelque chose qui Roddenberry, me- non. Mais Parce que Oui, c'est t'allais- quelque chose que je vois pas du tout, moi, dans TOS, là, pour le coup. Enfin, bon, c'est sûr, ils peuvent se complimenter, mais enfin, je sais pas. Je Tu le ressens vois la plutôt comme de scène, l'amitié et de quelque chose d'un lien fort entre deux personnes, un peu comme deux personnes qui partent au combat ensemble, enfin voilà, des choses comme ça. Mais pas forcément, il n'y a pas forcément une romance ou une tension sexuelle. des bros. Ça peut être, Est-ce je que- pense que ça peut être aussi involontaire de la part de gens un peu naïfs. Genre, quand on regarde, bon, on va faire le film RRR là, de SS Rajamouli. Je pense que à aucun moment ils se sont dit il va y avoir de l'homoérotisme entre les deux personnages principaux. C'est ouf. Alors que c'est que ça en fait. C'est Non, une histoire je pense d'amour qu'ils entre l'ont deux hommes. vraiment- Sauf je pense qu'ils en avaient pas conscience. Si, Rajamouli. Alors, SS Rajamouli est un réalisateur qui a beaucoup de second degré et beaucoup de métatexte. Dans Ega, par exemple, son personnage se transforme en mouche, enfin, est réincarné dans une mouche, et ça lui permet de parler cinéma. Et là, pour le coup, avec Triple R, je suis quasiment certain que si. Enfin, je vois mal. C'est trop gros, c'est trop gros. Ils sont... je sais pas, enfin, moment. Ok. Après, concernant Spurk, je sais pas. Maintenant que la graine est entrée dans mon cerveau, je ne vois plus que ça. Mais Marguerite, je t'avais pas parlé. Cette scène de grattez-moi le dos, Monsieur Spock, tu Ça me dit vois rien. là-dessus? Il y a une C'est dans scène quoi? Dans TAS? dans TOS, dans la série originale. Il y a un moment où Kirk, il est pas bien et il a mal au dos. Et il y a Spock qui est derrière lui, qui lui parle. Et il y a une yeoman qui vient lui faire signer un papier ou je sais pas quoi. Il signe un papier et il parle avec Spock et il lui dit grattez-moi le dos s'il vous plaît. Et lui ne le voit pas, mais nous on voit que la yeoman fait un pas en arrière et lui gratte le dos. La yeoman c'est les Janice, peut-être? J'ai jamais non, trouvé la c'est traduction. c'est des sortes d'assistants, là, dans le fond. Là, tu sais. ouais, c'est voilà bon bref, elle se met à lui gratter le dos et il est là et il a tout son corps qui se détend et son visage qui se détend, il est très heureux. Et il y a Spock qui est en train de parler et qui fait 2 pas en avant. Et là, Kirk le voit, comprend que c'est lui, que ce n'est pas lui qui lui gratte le dos. Il se redresse d'un coup, il lui dit ça, arrêtez. Et donc la yeoman s'arrête. Ce qu'il était en train de lui dire, Spock n'avait rien à voir, enfin n'avait rien de choquant, n'avait rien de particulièrement surprenant il ne réagit pas à ce qui est dit, il réagit vraiment au geste. Pourquoi? Comment? Voilà. Bref, et ça, Ok. c'est un truc, quand j'ai vu ça, mais pareil, quand je l'ai vu la première fois, j'ai pas fait gaffe, mais une fois que tu le sais, tu vois, il y a ce genre de truc. Bon, bref. Mais je sais qu'on va avoir des commentaires là-dessus. On va nous dire, oh, n'importe quoi, Kirk et Spock, et puis quoi? Voilà. Qui a été dans l'armée? C'est. Scène numéro 8. On est désormais dans un décor arctique. Char retrouve le lieu qui est désormais un cercle. Malheureusement, une crevasse se forme et oh mon Dieu, M3 vert tombe à la renverse. Spock, Kirk et Char le sortent de là avec une bravoure notable. Mais
M3 vert n'en peut plus. Il n'a plus la force de continuer. Sauf qu'il est encore nécessaire au groupe. Il est décidé que Sword, le lézard, le porte à bout de bras. Je mettrai le gif, promis. Let me go, let me go. C'est très drôle. C'est malheureux, mais c'est très drôle. C'est ce pauvre M3 vert qui ne veut pas être là, qui le dit depuis le début, depuis la première seconde où il est là, il ne veut pas être là, et on le force. Let me go, Il est intéressant ce personnage parce qu'il s'auto-proclame lâche. let me Oui. go. Et bon, il explique que voilà, son espèce est particulièrement prudente et qu'il voit pas le problème avec ça. Let me go, let me go, Et ouais, je pense que là, pour le coup, la voix de David Gerrold, let me il go. fait aussi pour quelque chose, mais quand Score le prend, il dit Let me go. Let me go. C'est beaucoup trop drôle. Moi, j'avais complètement oublié ce passage et quand j'ai revu l'épisode, ça m'a. Let me go, let me go, let me Parce qu'en go. plus, il est pas. Il se laisse vraiment porter, quoi. Il est vraiment comme ça. Il essaye pas du tout de lutter ni rien. Il est juste dépité de devoir continuer l'aventure avec les autres. Et pour le coup, ils se font bien de l'emmener parce qu'ils ont besoin de lui en plus pour la suite, quoi. Mais vraiment, on va le voir. Il fait froid et il a l'air d'être proche de ce que l'on qualifie d'insecte. Donc je me demande Oui. s'il n'y a pas une réaction. C'est ce que tu allais dire, Marguerite? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour Ouais. moi, c'est justement le côté les insectes n'aiment pas le froid et ça le met en une sorte d'état un peu d'hibernation, enfin Oui, un ça peu le fige. léthargique, ouais. Ouais, bien vu, ouais. Je pense que vous avez raison, ouais. Mais ce qui est étrange, c'est que Sword, qui est un reptile, est censé réagir de la même manière. Mais non. Bah, après, il y a Bah, il est eu. peut-être à sang chaud alors qu'il devrait être à sang froid, mais il est peut-être à sang chaud, je sais pas. Ouais. Reptile à sang chaud, ouais. En même Bah, temps, comme. ouais. Je crois que ça avait des dinosaures à sang chaud. Bah, Wow. les dinosaures, d'ailleurs, étaient à sang chaud. C'est pour ça que les oiseaux sont à sang chaud. Il y a Donc des après, dinos. il tient peut-être plus du dino que du varan, quoi. Ah, ok. Scène numéro 9. Plus loin, Sword croit avoir vu quelque chose bouger. Mais les autres le rassurent. Il n'y a personne de vivant ici. Ça doit être la planète qui joue avec nos nerfs, dira Sword. Avec 2D, Sword, cette fois je l'ai écrit. Scène numéro 10. Le groupe est presque arrivé. Le lieu est désormais un genre d'hexagone. Char part seul devant. Kirk et Lara partent en éclaireur. Parce que j'ai pas compris. Mais bon, pourquoi pas. Spock partage son inquiétude avec Sword de ce qu'il croit avoir vu. Voilà. Pourquoi en fait, Voilà, Char part, il dit je vais faire l'éclairage, et Kirk et Lara disent bon ben on va faire l'éclairage. Non, personne dirait. Il y a pas trop de, je sais pas, ouais, c'est pas tellement expliqué. Sur le coup, moi, ça m'a pas trop choqué. Bon, Char, Mais de j'ai toute pas façon, trop il a fait réfléchi sa au mission truc. tout seul, hein. Je me Disons dis que- que comme ils volent, il peut peut-être se rapprocher, Ouais, voir puis s'il n'y a non. pas de problème, on va dire, sur place. Et Kirk et Lara, ils repèrent plutôt un chemin au sol pour rejoindre. Ok, bon, d'accord. Non, en vrai, Pas Mais grave. bon, c'est ce qui me vient, sur le moment, là, hein, j'avoue que. Scène numéro 11. Lara et Kirk sont près de l'octogone. Lara réitère ses avances. Kirk redit non, plus tard. Scène numéro 12. Attends, juste un petit truc. Oui. En fait, moi, dans cet épisode, j'ai bien aimé qu'elle fasse ses avances. Parce que, bon, évidemment, on pourrait parler du côté, c'est une fille, forcément, il faut qu'elle fasse des avances. Mais je trouve qu'en même temps, il y a un côté culturel qui est présent, puisqu'elle explique vraiment que c'est leur façon de penser, leur façon d'être, et que pour eux, ils veulent saisir l'instant.
Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans le coup, ça vient amener un aspect un peu... ça vient étoffer le côté civilisationnel de ce personnage, en fait. C'est vrai. D'ailleurs, avec ses sourcils, pour moi, elle me fait beaucoup penser au Klingon parce qu'elle a vraiment des sourcils Il y a un doute qui sur sont ça, quand même. relevés. On n'arrête pas, à plusieurs reprises, il est dit qu'elle est humaine, mais pas du tout. Ouais, moi aussi, ça m'a perturbé. C'est très bizarre, ouais. Et en anglais, c'est pareil. Elle vient d'une autre planète, elle est humaine, elle a une culture différente. C'est très, très, très bizarre ce truc-là. Ouais. Elle vient de la bordure extérieure. C'est pas plutôt humanoïde en anglais, ils disent bien humain. Ils disent bien humaine, ouais. Ouais, mais je pense que c'est plutôt à recevoir dans le sens de humanoïde, hein, comme tu dis. Peut-être, ouais. Ça a peut-être été, oui. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que Kirk refuse ses avances. Et il y a un truc qui m'a dans le guide officiel, les gens qui m'ont écrit le guide, ils disent que c'est, je sais plus quel mot qu'ils ont utilisé, mais c'est genre un peu contrairement à ses habitudes ou contrairement à machin. Et moi, non mais voilà, tu sais ce dont je vais parler. Moi, je pense que j'en ai déjà parlé en plus. Ah ouais, non mais oui, mais pour moi, ça colle en fait avec Kirk, le fait qu'il refuse ses avances. Et ça colle même avec son personnage que elle lui fasse des avances, parce que c'est un séducteur, mais ça veut pas dire que c'est un cotard, quoi. Et Kirk, j'ai trouvé la bonne expression, je crois. En fait, c'est une femme fatale. Son personnage, il a un rôle de femme fatale. C'est-à-dire que c'est la personne et je trouve ça super bien que justement ça soit un homme qui ait ce rôle-là. C'est une personne qui va séduire pour arriver à ses fins. Et alors que le vrai cotard, c'est Vulcain. C'est Spock. Spock, il baise à toutes les planètes. Ça aide pas l'intrigue. Il fait ce qu'il veut quand il veut. C'est au nom de la science. Non, c'est vrai que, je veux dire, j'avais vu TOS, on va dire plus jeune, puis il y avait toujours eu cette espèce de Kirk, c'est le dragueur, etc. Puis quand je l'ai re-regardé avec cette idée en tête, c'est là où tu te rends compte, parce que déjà, on commençait déjà à parler de la différence entre Picard et Kirk, quoi. Parce que tout le monde dit que Kirk, c'est l'espèce de bourrin, puis Picard, c'est l'instruit, alors que vraiment, c'est un peu l'inverse, quoi. Surtout à l'académie, quoi. Genre, Picard, c'est lui le bourrin, c'est lui qui s'est fait poignarder dans le cœur, quoi. Genre, parce qu'il se battait parce qu'il fait des bastons dans des bars contre des... Ouais, sans déconner. Non, mais c'était une erreur de jeunesse, ça, attends. Ouais, mais Kirk, ils l'ont décrit comme un stack of books. Fait que lui, il était toujours en train de se travailler avec ses livres puis étudier, quoi. Donc, ils sont quand même très différents. Puis là, on parle pas des... Heureusement, il y a eu le film de 2009 pour rétablir... avec sa pomme. Là. Mais non, effectivement, quand tu regardes comme TOS et tu regardes les scènes de drague, on va dire, de Kirk, c'est jamais une situation où il s'en va essayer de, genre, quelque chose il fait jamais ça. Dans le fond, quand il est comme capturé, quand il est en prison, il manipule les gens pour essayer, il se sert de sa séduction pour essayer de se sortir de sa prison ou pour essayer de débloquer la situation. Mais même ça, enfin, c'est totalement il y a combien d'épisodes dans la série originale en tout? 79. Voilà, ça a dû arriver peut-être 10 fois. C'est même pas tous les épisodes qui draguent, quoi. Enfin, je comprends même pas que... Genre Burnham, elle pleure plus, quoi. oui, mais oui, voilà. Non, la mais légende de Burnham n'est pas, voilà, elle n'est pas volée que celle de Kirk. Moi, je trouve... Puis ça colle vraiment avec l'idée qu'il n'est pas vraiment intéressé par les femmes, il est plus intéressé par son petit Spock, quoi. Par Spock. Moi, je pense qu'il a plutôt une réputation. Il a plutôt une réputation de dragueur parce que souvent, c'est dans les épisodes de TOS, les femmes, surtout les femmes d'autres planètes qui viennent visiter l'Enterprise ou chez Kirk qui va chez elle, bon, peu importe. En général, il y a quand même une vision des années 60 qui est quand même très « Oh, regardez, c'est une belle femme. » Déjà, il y a la musique et tout. Il y a la femme qui prend la pose. Voilà, il y a de la séduction. Oui. En fait, dans les deux sens, c'est
la femme, forcément, elle est sexualisée, quoi. C'est pas juste une femme, quoi. Donc, c'est un peu logique quelque part que Kirk étant lui aussi présenté comme un bel homme, qui voilà, est intéressé par la gente féminine, ben forcément, je sais pas, Ouais. Mais Oui, il y a pour la moi, la c'est la mise en scène, c'est vrai. façon, c'est la narration aussi qui contribue à ce côté. il y a quand même un autre souci, c'est que là, pour le coup, Lara, elle est moche. Et il y va pas. Ah ben non, mais Enfin, elle est enfin, moche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mis à part ses sourcils, elle correspond totalement au canon de beauté des années 70, hein. Elle a une taille ah fine, bon? elle a des seins qui se voient bien, Bon, elle a des ok. fesses Bon, rondes. Enfin, d'accord. tu vois, Oui, bon. c'est une couverture de magazine, quoi. Si Non, tu non, changes les sourcils, parce que c'est pas c'est une une pin-up, hein. femme, c'est pas une femme, tu sais, genre, on va dire faible et fine, c'est genre une femme comme super forte, super tough, tu sais. Du coup, Bah, elle a un peut-être, côté tu sais, Cro-Magnon. Au ça leur niveau de son fait pas. comportement, oui, mais je veux dire, visuellement, Ouais, Ça leur non, mais tu vois, il y avait ce Il y a côté pas un aussi épisode où de elle est pas, Futurama elle est où pas- il trouve des femmes super grandes, genre super, genre. oui, ils Tu te tombent sur rappelles pas des de ça? espèces d'Amazones de l'espace qui font Ouais, 3 mètres de haut et qui sont ouais, très quelque chose musclés, comme ouais. ça. Ouais. zoom zoom. Moi, Lara, là, elle me fait penser un petit peu à Tasha. Tasha Yar, honnêtement. Oh, Parce que Tasha Yar, oui, elle vient d'une planète qui fait partie de la Fédération, mais c'est clairement une planète qui a été comme un petit peu abandonnée ou qui est un peu. Et qui ne reçoit pas toute l'aide qu'il devrait recevoir. Tasha, on sait, là, elle a vécu comme une enfance atroce, puis la plupart des gens ont vécu des enfances atroces sur cette planète-là. Ça doit être vraiment difficile pour les femmes. Ça fait que, pas juste les femmes, mais tout le monde, dans le fond, comme on va dire, se développe d'une manière comme, tu sais, plus, on va dire, agressive, puis prête pour le combat. Donc peut-être que c'est une espèce une similarité avec Lara. Là, ça me choque pas tant que ça qu'on ait des humains qui soient comme culturellement complètement différents, honnêtement. allez, Non. avançons. Scène numéro 12. Le groupe se trouve près de la structure. Spock remarque que ça ressemble aux anciens temples des Scores. M3 vert se met à crocheter la serrure. Coupure pub. Il a Scène numéro... 6 bras. Oui, Il doit être vraiment on bon. l'a vu. Ouais. Scène numéro 13. Alors que nous sommes sur l'Enterprise. Ah ben non, toujours pas. C'était une image j'ai perdu le mot, une image de transfert. Bon, bref, voilà. M3 vert galère à ouvrir la porte. Il explique d'ailleurs que s'il ne va pas assez vite, ça va péter. Et là, oh mon Dieu, des Dickbats attaquent. C'est la bagarre. Char se fait emporter par un Dickbat. Tous les autres tirent, les animaux explosent et on se rend compte qu'ils sont en fait mécaniques. Mais Char, dans son compas, est emporté au loin. On ne le voit plus. Heureusement, M3 vert réussit à ouvrir. Sean, je t'imagine derrière ton écran tout. Ouais. Ben, au début, c'est genre, ouais, après, je me suis dit, mais ils sont énormes, parce que, tu sais, comparé à la taille à Charles, tu sais. Ouais. Ouais, Moi, j'adore. j'ai trouvé dommage entre guillemets parce que bah, ils ont réutilisé le design de. On les a déjà vus une fois ou Ils deux, sont je sais même plus. mécaniques. 3 fois. Ouais, je suis d'accord, et c'est d'autant pire que c'est dans l'épisode juste avant, on les a Ah vus, ouais. quoi. Mais Mais on ils les a ont vus une aussi avec des collerette bras noire, spaghetti, non avec des bras Oui, spaghetti oui, oui. sur le Vulcain géant. Mm. Là, cette fois, ils ont une collerette noire et ils ont un visage un peu plus travaillé. C'est vrai. Mais c'est toujours le même cri. Sur le même cri, puis l'apparence générale, voilà, c'est sans les spaghettis, mais bref. Ouais, c'est vraiment dommage, là, pour le coup. Ou alors, il aurait fallu que les épisodes soient pas dans le même ordre pour que ça se choque pas autant, mais là, t'es là, ouais, d'accord, vous avez encore révisé le design, Ou quoi. limite changer Non, la mais couleur déjà parce que bon bah. c'est drôle parce que chaque série a son espèce de choses récurrentes. Donc là, par exemple, dans TAS, ils ont souvent des dickbats, à tel point où tu penserais que c'est quelque chose de très commun à travers la galaxie, mais en fait, ça l'est pas. C'est vraiment juste durant TAS. Tu sais. Dans TNG, tout le monde porte des pyjamas. Comme tous les aliens, toutes les planètes où ils vont, tout le monde porte un espèce de onesie. Comme tous les Américains. Et, mais au final, genre, dès que pyjamas, tu c'est quittes pour faire les cours. TNG, ben, plus personne ne les porte. Quoi. Tu dirais que c'est super commun. Ça a été la mode peut-être pendant 20 ans. Tout le monde a porté des onesies à travers la galaxie. C'est drôle. Chaque série a son espèce de...
C'est un peu les rancors de Star Wars. Star Wars, sur chaque planète, t'as un rancor. Bon, ben voilà, là, sur chaque planète, t'as des digbats. C'est vrai que ça pourrait être un peu les moineaux. C'est le moineau de l'espace, les digbats. Ouais, c'est ça. Ouh Ouais, ça. Oh, oh. On les trouve partout, quoi. Le mien, il a une collerette. Bref. Des Je, sous-espèces. je voulais noter quand même alors attends que je revienne dessus. Tac. On va faire un short trek, c'est un musée des digbats. J'ai spammé les captures d'écran sur la scène de combat. Voilà. Sword qui change de couleur quand il apprend que la porte risque d'exploser. J'ai trouvé que c'était assez croustillant quand même. J'avais pas remarqué. Mais Je pourtant, là, pense- il y a 3 filtres. Ce qui est marrant, c'est que ça colle. Genre, du coup, peut-être c'est la couleur qu'il prend quand il a peur, tu vois. Parce que ça colle au moment, quoi. On apprend que la porte va exploser. Mais en même temps, ça ressemble quand même vachement beaucoup à une erreur d'animation, à une erreur de colorisme, de je sais pas quoi. Et c'est. Voilà, bref, c'est très drôle. Je sais pas ce qui. Ah oui, Pas oui, lequel c'est des une deux erreur. est vrai, mais je pense que c'est une erreur. Voilà. Le combat est. Cette scène de combat est vraiment. Enfin, Elle est cool, hein. elle est. Enfin, contrairement aux autres, justement, à l'épisode d'avant, je disais que les scènes de combat étaient quand même souvent assez ennuyeuses dans TAS parce que l'animation n'était pas au niveau, quoi. Là, je trouve qu'ils ont vraiment fait des efforts, quoi. Ouais. Et puis même, il y a les poses et tout. Là, voilà, sort de là, il a l'air trop cool avec son, avec son Ouais, arme et il sa déchire. pose protectrice, en fait. J'aime vraiment beaucoup pour ce personnage, défendre. honnêtement. Ah, et On puis il dirait est qu'il est sympa. habillé Il lui comme dit les pilotes continuez dans Star votre Wars travail. aussi, non? Comment? Il est pas habillé comme les pilotes de Star Wars, là? Ah, ouais, il a un truc orange, quoi. Et puis Oui, là, et ouais, il y a donc, le combat aérien. oui, là, tu vois vraiment la taille de. Vous avez remarqué son phaser, elle? Ouais, c'est une. Mais les armes ont été fournies par les chats de l'espace, hein. Mais c'est marrant parce que là, c'est l'arrière d'un phaser de type 2 De Starfleet. de Starfleet. Avec juste coupé au milieu avec une grosse soucoupe et une poignée, quoi. Mais c'est assez marrant qu'ils aient réutilisé ce truc. Je sais pas. Alors qu'ils auraient pu leur donner simplement des phasers normaux. Mais ils ont quand même essayé de chercher. Pareil, le phaser qu'il a, Kirk, préfigure les phasers de TNG. C'est totalement un phaser de type 1 de TOS. De TOS? Ouais. Dans TOS, c'est le fameux. T'as le type 1 qui ressemble à une télécommande, comme ce qu'a Spock à la main, mais en noir. Puis t'as le j'ai type pas 2 qui a le petit, qui a une forme Le plus pistolet. de pistolet. Et en fait, ce qui est génial avec le phaser de TOS, c'est que le type 1 est inclus dans le type 2, en fait. Il se détache. Donc quand tu as besoin d'un phaser plus discret, tu peux détacher le type 1 du type 2, quoi. Bref. Comme une manette de Switch. Voilà, un peu, ouais. C'est pas l'analogie auquel j'aurais pensé, mais ouais. Je suis désolé, je fatigue. Ok. Donc, boum, en fait, c'était des mécaniques. Scène numéro 14. Dans le temple, on trouve un nœud qui brille. Mais bien vite, la porte se referme. Kirk n'est pas surpris. Et il y a anguille sous roche pour lui. Spock demande s'il suggère que c'est un sabotage. Et oui, il le prononce comme ça. Ouais. Le ruban flotte tout en haut de la structure. Le groupe essaie de grimper pour l'atteindre. Est-ce que tu as la référence, peut-être, Marguerite, à ce que je viens de dire par rapport à sabotage? Peut-être pas. Non. Il y a un épisode de TOS qui a défrayé la chronique parce qu'à un moment, Kirk se retourne et dit « This is a sabotage ». Et sauf qu'il le prononce à la canadienne et avec un très fort accent, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Et du coup, il y a toute une, il y a eu plein de gens. Apparemment, il y a eu des lettres qui ont été envoyées à des élus, demander ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'il l'avait prononcé comme ça, etc. Et maintenant, c'est devenu une blague. Et du coup, les gens sur Internet se moquent de ça et disent que dans Star Trek, on dit sabotage.
Et Donc voilà. en fait, Kirk, il est québécois, c'est ça que tu dis. Kirk, il est. Mais on sait pas. On sait pas pourquoi il a voulu Shatner le dire comme ça. Ok. Mais il était passé dans un podcast où il s'était justifié. Il avait dit non, mais c'est bien. On l'a laissé comme ça. Je sais pas quoi. Bon, voilà. Mais voilà. Et du coup, ça m'a fait marrer parce que là, Spock dit sabotage. Comme ça. C'était marrant. C'est peut-être Nimoy par solidarité envers Avec son- Shatner, et il a dit allez, Allez, je te on va le supporte dire comme pas, mais ça. ça, je te suis. C'est vraiment un connard, mais sabotage. On le garde. Scène numéro Je voulais, 15. je vais juste prendre le pardon. temps de Ah. dire que c'est rare que je questionne. C'est rare que je questionne Kirk, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il propose à tout le monde de faire une pause quand il ouvre la porte. Ah oui, avant de rentrer, oui. Je l'ai Il pas est noté. genre, il serait temps de Ouais. prendre un break, on peut s'asseoir, se reposer un peu avant de continuer l'émission. Et donc, du coup, là, tout le monde dit, ben non, on continue. Chacun leur Surtout, tour. ils Et donc, sont on devant continue. leur objectif. Mais Ouais. j'ai vraiment pas compris pourquoi ils voudraient prendre une pause, mais pourquoi aussi ils ont laissé ça dans l'épisode, quoi. À quoi ça sert de laisser un moment où il y a quelqu'un qui veut s'arrêter, Je et me- puis tous les autres disent, Je ben, me demande si c'est pas pour sous-entendre qu'il a compris qu'il allait se passer, que c'était un piège, que c'était un sabotage. Parce Après, il y a les que genre, arcs il veut pas rentrer dans la pièce, quoi. Genre, il se dit, on va s'arrêter avant de rentrer dedans, c'est ça? Pour y réfléchir un peu à pourquoi il l'a pas dit. ouais. Donc, tu sais, Alors, s'il l'avait dit, peut-être qu'il se démasquerait, qu'il démasquerait le fait qu'il pense qu'il y a déjà un traître là-dedans. je sais pas. Ouais. Juste, je présente mes excuses à notre auditorat. Je suis en Wi-Fi ce soir. Il n'y a rien qui va ce soir, je suis désolé. Et du coup, il y a des lags de temps en temps. C'est complètement de ma faute, mais bon, c'est pas extrêmement gênant. Mais des fois, ça plante, on comprend pas très bien ce que vous dites. Mais on comprend l'ensemble. Désolé. Oui, Marguerite? Deux choses à dire là par rapport à cette idée de pause. Moi, je l'ai reçu comme il y a le lézard là, enfin le M4 truc muche qui est fatigué. Donc tout le monde est fatigué. En fait, pour moi, c'était juste ça. Ils sont C'était crevés. juste bon, on va se reposer quoi. Voilà. Courte journée. Et puis après, vraiment le truc qui m'a gêné dans cette fin d'épisode, enfin cette scène et la suivante. J'ai pas compris. Je pense que c'est au niveau de la perspective de la pièce qu'ils ont complètement foiré, je sais pas. Mais ils disent le machin est en hauteur, il faut qu'on l'atteigne, machin bidule. Alors qu'en fait, il est montré à même le sol. Alors d'accord, je veux bien croire que c'est un truc immense et que voilà, il est montré à même le sol. Alors Oui. même si c'est un truc immense qui fait plusieurs mètres, ok, mais il n'y a pas besoin d'escalader. Enfin, j'ai vraiment pas compris leur délire là. Tout à fait. Je suis Oui, d'accord. oui. Oui, il y a un problème de mise en scène là, oui. C'est dommage. très étrange. D'ailleurs, ce n'est qu'après. Moi, ça m'a fait pareil. En plus, j'avais oublié ce détail, pareil, quand j'ai revu l'épisode. Et c'est qu'après, quand tu les vois, une fois qu'ils sont grimpés, il y a un autre plan où là, on voit que le ruban d'esprit, je ne sais plus comment ça s'appelle, il est effectivement en hauteur près de la corniche. Mais là, sur la capture d'écran, alors désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais j'ai une capture d'écran, il a vraiment l'air au ras du sol, le truc, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là. C'est très. Ouais. Ils ont bu. Oui, sûrement. Donc on les voit grimper. Scène numéro sorte qui dit non, moi j'y vais pas. Scène Non, il numéro dit 15. c'est pas fait pour lui de monter sur des corniches comme ça. Ouais. Je me suis demandé pourquoi sur le coup, parce que c'est vrai qu'en général dans la fiction où il y a des espèces dites non humaines qui sont d'apparence reptilienne, en général elles ont plutôt aucun problème à grimper. Et en fait je me dis que vu comme ils sont à l'étroit sur la corniche, avec sa grosse queue derrière, ça risque de le gêner pour tenir en équilibre comme il faut, quoi. Pour être franc, je pense que ça lui tentait pas. Il était juste comme, c'est bon, vous êtes déjà 4, j'ai pas envie. La flemme. Surtout qu'il a rien fait, Sord. Il a juste porté. C'est pas vrai. M3. Ben, M3, il aurait pas pu ouvrir la porte, si Sord ne l'avait pas porté. Ouais. Il a protégé on a même une capture d'écran, il a même pris une superpose.
Scène numéro 15. Siffé, on se demande comment l'attraper, ce ruban. Le ruban est protégé par un champ de force. Mais soudain, on tire sur le groupe. On regarde autour, mais on ne sait pas qui, ni depuis où. Kirk n'a pas peur et crie « Philippe, je sais où tu te caches !» Il sait que c'est Char, le traître. Char se montre alors et dit que son peuple est noble et guerrier et qu'il est devenu esclave de la paix. C'est donc bien, comme dans tout bon JDR, l'instigateur de la mission qui est le traître. Je voudrais juste noter un truc, c'est que Green, là, il a perdu des bras. Et il est not impressed. Il est... Vraiment, quoi. Il lui manque 4 bras. Ça doit faire mal, Ouais. je sais pas. Ils se sont dit, allez, on va pas s'embêter. Non, mais attends, regarde Lara, on dirait un des personnages de cette série, là, des personnages dans l'espace, là, la famille. Les Jetsons. Les Jetsons. C'est marrant, ça? Bref. Ouais, c'est les pierres à feu dans l'espace, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Oui, c'est exactement ça. Ça fait des années qu'ils essaient de faire un live action de ça, mais que personne ne veut. C'est normal. Ah! J'aime beaucoup l'arrivée de Char. J'aime beaucoup son espèce de, tu sais, We are slaves to the illusion of peace. Je trouve ça bien. Je trouve que ses textes sont beaux, surtout que, tu sais, c'est lui le roi de son peuple, etc. Tu sais, genre, est-ce que je suis d'accord avec lui? Non. Mais, tu sais, je trouve que c'est bien fait, là, honnêtement. Ouais. Ouais, avec son espèce de ruban. On dirait pas l'ordinateur de TNG que quand il devient conscient, là, il devient comme une boule de tuyau là, colorée, là, qui brille. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Oh putain. Ça, c'est bidon comme épisode, mais... Oh, c'était marrant. Scène numéro 16. C'est l'heure du combat final. Char scande que le groupe a gagné son estime. Il leur réserve une mort noble. Tout le monde se met à se flotter. Char leur dit « Allez, venez vous battre comme des scores !» repart peut-être 2 captures d'écran. Ouais, celle-là. Oui. Pas celle-là, l'autre. Ah, ça, là. Il y a celle-là, puis après, il y en a une qui est comme un peu plus proche. C'est une scène où ils ont un petit peu zoomé sur lui. Je trouve que sa pose de combat, elle claque. Quoi. Ouais, genre, c'est très bien dessiné. Il je trouve est ça inspiré avec les scores. Ouais, il est beau, il est violent, il est prêt. Kirk et Spock. Moins beau. Il est moins beau, il est moins violent, il est moins que Green a retrouvé ses 6 bras pour en reperdre 4. Non, il les a. Si, on les voit. Mais c'est vrai qu'il faut zoomer. Ah oui, ils sont, ouais. Mais d'un coup, ils sont tous alignés les uns derrière les autres. Il n'a pas les bras, là, il a juste... Ça ne marche pas. Il a juste les mains. Je suis désolé, ça marche pas. Disons qu'il a des bras pas de la même longueur, là, dans cette capture-là. Il y en a des tout petits et des plus grands. Kirk et Spock ont fait un entraînement de bagarre en apesanteur la semaine précédente. Ça tombe bien, ça, alors. Et vous attendiez ça depuis 16 épisodes. C'est parti! Kirk et Spock prennent appui contre le mur pour se projeter vers Char. Kirk arrive le premier. Char arme son bras pour trancher le capitaine en deux. Mais Tiberius a vu le coup arriver et s'enroule sur lui-même pour éviter le coup. Spock arrive un court instant plus tard et saisit l'aile de Char. Kirk arrive sur l'autre paroi et reprend appui pour repartir au combat. Les deux tiennent désormais les ailes de Char. Kirk enfile son pied dans le ruban et crie à Lara de demander la télétransportation. Char hurle « Laissez-moi mourir !» Mais c'est fini, le combat est terminé. Tout le monde est téléporté. Ah, de ouf. C'était trop court. C'est dommage. Là, il y a quand même un petit truc à dire. C'est que pendant le combat, comme tu as dit, Kirk fait une roulade parce que c'est le spécialiste de la roulade. Donc, même en apesanteur, il fait une roulade. S'ils avaient pu trouver un justificatif pour lui arracher le t-shirt, ils l'auraient fait, mais ils n'ont pas pu. Donc là, il se dit, allez, on lui fait une roulade. Là, il aurait pu lui griffer
Oui, c'est vrai, il aurait pu prendre le coup de griffe. Ouais. Non, c'est dommage, c'était trop court parce que ça. Enfin, moi, quand il commence ce combat, je me dis, putain, c'est trop cool, quoi. Combat en impesanteur, surtout avec de l'animation comme ça, tu peux les faire se voler les uns vers les autres. J'aurais Tu voulu fais voir fabuleux. Sword s'en mêler, quoi. J'aurais voulu voir tout le monde vraiment se mettre dessus, tu sais. Hmm. La Ouais, team. voir Sword être utile. Ah, il va faire Bien. un spin-off sur lui, c'est sûr. Ouais, c'est le combat de boss de JDR où le MJ a sous-estimé les capacités du groupe et du coup son perso a pas assez de points de vie et donc c'est les deux premiers joueurs qui s'y collent qui tombent le boss avant même que les autres aient pu faire leur tour. Sacré mon bonhomme. Ah bah c'est Scène sûr que numéro- là, il pêche par orgueil. Il a dit, bon, allez, je fais voler tout le monde. Il aurait pas le fait Char, là, ça, ça aurait pas... très mauvais calcul. Très nul. Scène numéro 17. Le chat magicien est satisfait de récupérer le groupe et le ruban. Elle promet que Char sera soigné de sa folie. On le voit d'ailleurs enfermé dans une cage de verre. Le chat rajoute que tout le monde va rentrer chez soi désormais et que toute cette histoire sera rapidement oubliée. Dommage, nous dira Lara. Et voilà tout le monde être téléporté à nouveau. Scène numéro 18. Sur l'Enterprise, Sulu ne comprend pas pourquoi Spurk revient aussi vite, à peine 2 minutes après leur départ. La mission est annulée, répond Kirk, non sans un sourire. Et c'est la fin, et c'était trop chouette. J'ai oublié de donner les notes, pardon. Ouais, enfin attends, t'as été vite parce qu'il y a plusieurs trucs Ah à oui, dire là quand même. vas-y. Déjà, ça m'a fait rigoler quand le chat dépressif lance la téléportation de tout le monde. Il crie à chaque fois. Il l'avait déjà fait au début et il le refait là, c'est un peu... Ça fait un peu magie dans le coup, mais c'est marrant. Ah, je lance un sort. Et puis surtout, tu sais, on s'y attend pas, on est là tranquille. Et puis, C'est ça. C'est ça, Oui, mais normalement, surtout tu qu'elle sursautes pas. elle parle très calmement et tout, tranquille, elle explique bien les choses, une voix posée, puis tout d'un coup, bah t'as son truc. Elle lâche son feulement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai failli oublier d'en parler. C'est pas Majel Barrett qui fait les voix féminines. Alors que d'habitude, c'est toujours Majel Barrett qui fait tous les personnages féminins. Enfin, sauf Uhura. Et ben là, elle était, en fait, elle était enceinte à ce moment-là. Donc il y avait le petit Eugène Roddenberry qui était dans son ventre à ce moment-là et qui l'a rendu un peu malade le matin où il y avait l'enregistrement de cet épisode. Et donc elle n'a pas pu venir et c'est Jane Webb qui est venue faire les voix à la dernière minute. Et Jane Webb, c'est une comédienne de doublage qui a fait plein de doublages dans les séries filmation en fait. Donc c'était une habituée et je pense que du coup... Ok. D'accord. Voilà. Ah, c'est marrant. Eugène. L'autre truc aussi que je voulais discuter, c'est par rapport à ce final de Sulu qui dit oui, il n'y a que 2 minutes qui sont passées. Alors, comment vous l'expliquez? Est-ce que ça veut dire que, bah, je sais pas, genre il y a un temps qui est différent sur la planète et qu'en fait, 2 minutes pour Sulu, c'est en fait des heures pour les autres sur la planète, donc un temps différencié. Ou est-ce que c'est un tour de magie encore du chat et qu'il a pu, alors est-ce qu'il les a renvoyés dans le temps voilà, comment est-ce que vous c'est clairement du ta gueule, c'est magique. Parce que moi aussi, je me suis dit, mais alors, est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'elle les a ramenés dans le passé? Mais du coup, leur action a-t-elle été annulée? Et puis de suite, je me suis dit, non, mais c'est complètement con, on te pose pas de questions. Le pire, c'est que ça apporte pas grand-chose à l'épisode, à part le fait que du coup, on se pose la question. Je trouve que ça fait un peu le scénariste qui fait j'ai bien remarqué qu'ils se faisaient chier à tout analyser, ces gens-là, donc je vais leur poser une colle là. Allez, ils sont partis 2 minutes, débrouillez-vous. C'est possible que ce soit juste quelque chose comme, tu sais, ils ont un peu effacé la mémoire des gens sur le vaisseau, on va dire.
Et donc, du coup, plus tard, il y aura toute une espèce d'enquête comme Data où, tu sais, il lui manquait des morceaux dans son horloge, là, tu sais. Ouais. Oui, parce que l'horloge a quand même avancé, là. C'est pas Mhm. normal. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous pensez que Kirk et Spock sont restés ensemble sur la planète un petit peu avant de revenir? Euh, Parce que de toute façon, ils vont pas être partis juste 2 minutes, donc ça va, tu sais. En Mais, fait, l'explication la plus logique, c'est le temps différencié. Ouais. Mais bon, voilà, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Peut-être que bon, je sais pas. Et comment est-ce qu'ils expliquent les groupes précédents qui sont morts? Ah bah ils ont. Ils sont pas morts, ils ont disparu. Ouais. Parce que Ça se trouve, ils personne vont se souvient de réapparaître. ça. Bah, ils se sont fait cramer dans une coulée de lave, ils se sont fait bouffer Oui. par les D'accord, robots, oui. machin. Mais sauf que plus personne ne se souvient de cette mission. Non, Sauf Ah, que oui. dans les registres, les personnes, elles manquent vraiment. Non, mais je pense que les gens se souviendront qu'il y a des gens qui sont venus faire la mission et qui ont disparu. Bon, bref. Non, mais Après tout, Solo, il sait qu'ils sont partis faire une mission Ah et oui, qu'ils c'est vrai. sont revenus alors que la Oui, mais mission non. n'a pas eu lieu. Oui. Donc, Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que comment ils s'appellent? Les Velada, là? Comment ils s'appellent? Des cheveux. Vedala, oui. Ouais, les Vedala, ils Veleda. ont fait venir plusieurs personnes faire des missions. Tout le monde est mort, mais éventuellement, ils ont réussi à régler leur mission tout seuls, sans avoir besoin d'aide supplémentaire. Puis ça s'est arrêté là. En fait, vous êtes des nuls. On n'a pas besoin de vous. Ouais, c'est genre, on a assemblé des task force, puis ça n'a pas marché. Vous êtes tous bidons. Fait qu'on va le faire mieux. C'est à 7 heures l'épisode le deuxième épisode le mieux noté de la série, puisque sur Ultime Frontière, il se targue d'avoir la note de 7,83 sur 10. Oh mon Dieu. Ce qui le positionne directement deuxième juste après l'enfance de Spock, là, je sais plus comment il s'appelle. Et sur la communauté Yesterday quelque chose, non? Ouais. Bon, bref, voilà. Et sur la communauté francophone de Star Trek, il se targue d'avoir la note de 11 sur 10, ce qui lui donne la meilleure moyenne de la série jusqu'à 7 heures de 9,415 sur 10. Et ouais. Oui, mais 11 sur 10, il y a de la triche, là. Et ouais, non, mais c'est sur les deux forums, en fait, tu as une mention. Non, pas sur Ultime Frontier, en fait, je dis une bêtise. Sur la communauté francophone, en fait, c'est un 10+. C'est vraiment le top franchise. Ah oui, c'est vrai. Et le seul vote qui a eu lieu, c'était celui-là. Incroyable. Et sur IMDb, c'est l'un des pires C'est notés. moi. C'est ça. Je le révèle, parce qu'en fait, avant de commencer l'émission, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de vote. Et je me suis dit, moi, j'adore cet épisode. Ah, ben je savais que c'était toi. Donc voilà, j'ai complètement biaisé la notation. On ne peut pas nous prendre au sérieux maintenant. Ah si. On est supposé être une source sûre. Sur Star Trek. Bah, les gens ont qu'à voter aussi sur les épisodes. Si vous n'êtes pas content, votez. Et on vous dira, de toute façon, on vous emmerde. Wow. C'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, Sean, tu sur les autres... Sean. Ouais, sur IMDb, tu vois. C'est 6.2. C'est tout? Oui. Il y a un autre épisode qui a 6.2, il y en a un autre qui a 6.1, puis le pire à 5.9. Donc, c'est vraiment... puis le pire, le 5.9, c'est Magics of Megas 2. Donc, c'est toutes les Christian Moms qui sont on en avait parlé, ouais. se fâcher contre ça, quoi. Mais non, donc du coup, personne... je sais pas, les gens n'ont pas aimé. Pas aimé The Jihad. D'ailleurs, ça me dit que ça s'appelle Jihad. Je sais pas comment je vais appeler cet épisode, parce que on risque d'avoir des problèmes sur YouTube. Ah ouais. Bah tu mets J. Je mets un D. Je mets un 1 et un 4 à la place du A. Tu mets J.add. Bref. Bon, ben voilà, moi je le dis, je le redis, c'est un de mes épisodes préférés. J'adore Jihad. Je suis très content de l'avoir vu. Revu. Oui. Je trouve que c'est un peu le blockbuster de la série animée. Parce que vraiment, ils ont. Je pense que c'est l'épisode, en tout cas de ceux qu'on a revus jusque-là, où ils ont mis le plus de moyens en termes d'animation et de dessin. Parce que, en plus,
C'est marrant parce que dans mes souvenirs, ils réutilisaient les aliens de The Time Trap, où il y avait le conseil des aliens. En fait, pas du tout. C'est que des designs originaux pour l'épisode. Donc ils ont dû faire tous les angles, toutes les animations qui vont avec et tout. Donc il n'y a pas de réutilisation sur ces À personnages-là. part les dragons chauves-souris. Voilà, à part du coup ça là-dessus. Mais ils ont compensé ça en faisant plusieurs scènes d'action où ils se sont quand même fait chier à faire des vraies animations, quoi. Pas juste des plans comme ça. Donc, et déjà l'épisode d'avant, il y avait du boulot, on l'avait noté. Mais là, je sais pas, ils se sont dit c'est la fin de la saison, on a tellement économisé de budget sur les épisodes d'avant, on y va, je sais pas. Ou alors ils ont eu plus de temps pour le peaufiner parce qu'ils ont commencé en parallèle des autres. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu plus de temps de prix pour faire les choses bien pour cet épisode, quoi. Et ça, c'est vachement appréciable. Même si c'est, encore une fois, bon, c'est dans Star Trek, en général, on essaie de juger le fond avant la forme, mais pour le coup, ça fait quand même plaisir. Ouais. Et Rémi l'a relevé pour la blague, mais moi j'aime bien l'ambiance un peu jeu de rôle qu'il y a dans l'épisode. Oui. C'est pour la blague, mais Je trouve c'était ça pas une plutôt, vanne méchante de ma part. C'était vraiment cool. Moi, je suis un acheteur là-dessus. Et justement, tu parlais du fond, Thierry. Quel est le fond de cet épisode? Parce que, à part de montrer qu'il y a plein d'espèces différentes et plein de comportements, ok, ça c'est cool. Mais à part ça, Bah justement, oui, c'est un peu sa faiblesse, quoi. Et je pense Mais que si, c'est peut-être pour ça qu'il travail est pas. Ouais. Et puis les Ouais, oiseaux, bah ça après c'est c'est dans des tous les connards. shonen. Birds are not real. Mais non, c'est vrai il manque un peu de fond. Il manque, surtout après l'épisode d'avant où justement il y avait un peu plus de réflexion, de pistes de réflexion, de trucs comme ça. Ouais. Là, oui, t'as un peu de choc culturel, un peu de trucs de travail d'équipe. C'est pas non plus vite, quoi, mais c'est pas. Ça montre que la fédération puis ses alliés, tu sais, sont prêts à travailler ensemble quand il faut, quoi. Alors, tu vas me dire, on le sait déjà, mais j'aime bien l'idée que de temps en temps, il y a des missions qui sont urgentes, qui sont comme, tu sais, les gens répondent à l'appel. On ne questionne pas, on y va, tu sais, on répond à l'appel, on exécute la mission, puis on est capable de sauver la galaxie, tu sais. oui. Puis j'aime D'ailleurs, aussi là, qu'il n'est pas puni. Monsieur le roi des scores, là, il n'est pas puni, il n'est pas emprisonné, il n'est pas, tu sais, oui, il est emprisonné dans sa petite cage de verre, mais il va être soigné. Clairement, on accepte qu'il a comme une, tu sais, un trouble. Oui, et c'est vrai. Non, vas-y, Marc. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est que c'est sympa d'avoir des gens différents de la fédération qui viennent donc sauver le monde, entre guillemets. Alors que sur les Star Trek récents, ils auraient jamais fait ça. Sur les Star Trek récents, ils auraient fait les humains vont sauver le monde. Enfin, la galaxie. Ou alors ils auraient Donc, fait section 31. Là... non, mais t'as raison, Marguerite. Ils n'auraient pas fait que les humains rejoignent un groupe d'aliens. Ils auraient fait que les humains ou que les aliens aient besoin des humains pour pouvoir accomplir leur mission. Tout à fait. Ce qui est très différent. Là, c'est juste que on a un humain, ou on va dire deux, parce que. Un et demi. Deux et demi, non. Ah oui, parce qu'il y a la madame. chasseresse. Il y a techniquement deux et demi. Ah oui. Mais non, on fait compte. C'est pas eux. Et voilà, pas les humains sont en majorité quand même. Techniquement aussi, quand ils pensent, c'est le troisième choix, parce qu'il y a déjà eu plusieurs missions avant. Fait que les gens n'ont pas pensé à Spock. Alors ça, c'est le meilleur officier scientifique. Ouais. Ça, c'est assez génial parce qu'on nous présente vraiment souvent les équipages d'ailleurs d'Enterprise comme le fleuron de Starfleet, comme le top du top de ce qui se fait à cette époque. Et pour moi, il y a déjà eu des officiers Starfleet dans les deux précédentes missions. Ils ont déjà probablement envoyé au moins un ou deux humains, quoi. Enfin, humains, membres de Starfleet. Et je trouve ça assez cool. Ouais. Je reviens sur ce que tu as dit, Sean, sur le fait que le score, j'ai oublié son nom, Char.
Char, ouais, il soit pas juste qui va être soigné, parce que ça montre une dimension de la justice qui est qu'on a déjà vu et qu'on va revoir dans Star Trek. Que la justice, elle est pas là pour punir, elle est là pour réparer. Et donc on va Ouais, le. moi, ça me fait un peu penser à une thérapie de conversion quand même. Ça. Bah, Le mec, il est pas propé. Du coup, on va le soigner parce que c'est bizarre. Non, ça, je vais accuser un petit peu l'épisode et le format. Je veux dire qu'ils ont pas eu le temps de vraiment comme expliquer, parce que j'ose assumer que le but ici, c'était pas de dire, il pense pas comme nous, on va le faire Mhm. changer d'avis. Je pense pas Ok. que c'était ça. Je pense vraiment qu'ils ont voulu expliquer qu'il y a peut-être, comme Thorin dans le Hobbit, il y a une forme de démence qui est arrivée avec son leadership ou la position dans laquelle elle est, qui doit peut-être affecter des gens de sa race, on va savoir. T'sais. Fait que maintenant, il est comme mindé pour devenir un peu un tyran, mais Ok. on veut le soigner de ça. T'sais. J'utilise Thorin, je sais Ok. pas si quelqu'un a vu le Hobbit, mais quand il récupère l'Arkenstone, il devient de plus en oui, plus... il vire Gollum, quoi. Ouais, Il avec devient son comme Arkenstone, Gollum. quoi, genre avec son corps de... Ça fait un peu la redite. Son corps de la montagne, là. Mais tu sais, je sais pas si c'est ça ou pas. C'est peut-être moi qui extrapole, parce que j'ai pas envie tout simplement que l'épisode soit comme, on va lui faire une thérapie de conversion, effectivement, tu sais. Moi, je vois pas le problème, en fait, parce que le problème des thérapies de conversion, c'est que elles Y a ne pas de fonctionnent problème pas, avec elles ne font que pousser les gens au suicide. Quand on parle de la conversion des personnes queer. Là, c'est un type qui est le dirigeant de tout un peuple et qui veut les envoyer au massacre, en fait. Oui. C'est pas du tout le même genre de choses, en fait. Oui, c'est un bon lavage de cerveau pour Oui, mais aussi le rendre d'un plus point doux. de vue si tu veux, très... c'est quelqu'un d'aussi dangereux. Nous, humains du XXIe siècle, qui ne savons pas quoi faire avec ça, soit il va aller en prison à vie, soit il va être pendu comme un Nuremberg. Et Mais là, t'as un personne ne problème. voilà. T'as créé un martyr. Et ben là, eux, ils ont une autre solution. Ils vont le guérir de sa soif de sang, en fait. Et je pense que c'est pas. Moi, ça me choque pas, en fait. Ok. Oui, parce que si tu le tues, Même au contraire, je trouve du ça coup, plutôt bien, son quoi. espèce va se rallier derrière la mort pour trouver une justification pour s'en aller contre. Ouais. Par contre, j'aimerais explorer un petit peu plus les scores, quoi. Dans Star Trek un jour, c'est sûr que je voudrais pas que ce soit Strange New Worlds parce qu'ils vont les faire n'importe comment, tu sais. Oh mon Dieu. Comme ce qu'ils ont On fait les au fait Gorn, un les scores, ils vont être, ça va Ouais. être des phénix enflammés, mais, mais ou des Quetzalcoatl, comme tu sais. Mais j'ai pas envie de voir ça. Mais j'aimerais plus explorer cette espèce de. C'est une espèce qui est comme l'une des plus dangereuses et les plus expérimentées dans l'art de la guerre, etc., mais qui ont choisi maintenant de suivre. Tu m'as fait comme ça? Je pensais que c'était ça, mais de suivre Allard, le monsieur qui disait que la paix c'était mieux, quoi. Donc, mais j'aime bien l'idée d'avoir cette espèce de fous. C'est des fous qui peuvent comme complètement buter tous les ennemis de la Fédération, mais non, nous autres, Non, ça, pas aujourd'hui. on fait la paix, quoi. Oui, c'est vachement cool comme concept. J'ai failli oublier, mais je l'ai noté quand même. Il y a 2 espèces de aliens qui ressemblent à des oiseaux dans la série animée. Sean en avait parlé dans un épisode de Trek Analyse sur la saison 3 d'Enterprise. Parce que Sean aime bien digresser. Mais là, je trouve que c'est le bon moment pour l'aborder. Il y a une deuxième espèce qui s'appelle les Auréliennes, qui ressemblent beaucoup au score, mais qui ne sont pas la même espèce. Dans quoi ça apparaît? Dans la série animée aussi. Et dans l'Holodex. Les Auréliennes l'a sont pas encore souvent dans l'Holodex. Scores ne sont pas. Oui. Les scores, oui. Non. Aurélienne, on l'a déjà vu. Dans Yesteryear, me semble. Non. Ah oui, dans Yesteryear, oui. Oui, non, tout à fait. oui, c'était pas un score, oui. Oui, c'était dit. Dans le livre, c'est dit. Ils sont sensiblement pareils, sauf qu'il y en a qui s'habillent, puis il y en a qui s'habillent pas, je pense.
Je crois qu'il y a une différence au d'ailleurs, niveau des hanches et tout ça. Un spécial. Il y a poil, il vole non, au-dessus de tout le monde là. non, j'avais regardé. Est-ce que score Est-ce que chat Pardon, je suis désolé. Non, j'avais vu un espèce de breakdown fait par quelqu'un qui, je pense, celui qui a écrit le guide pour la série animée, justement, avait tweeté un peu des différences comparatives. Puis c'est surtout au niveau je pense, au niveau du plumage ou de comment est placé leur queue ou quelque chose comme ça. C'est très subtil, là, mais je sais pas si c'est des différences qui ont été créées lors de la conception de la série ou si c'est plus des différences que, comme nous avons remarqué par la suite. Et c'est grâce à ça qu'on se permet de les différencier. Parce que je serais vraiment pas surpris si les créateurs de la série avaient comme oublié qu'ils avaient fait genre deux types d'oiseaux. Capture d'écran. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances quand même. Oui, bah oui, c'est au niveau des jambes, au niveau des hanches que c'est pas pareil quand même. Ok. Les autres, ils ont une espèce de slip en plume, ouais. En plume, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis du coup, elles sont plus fines, la taille est plus fine. Mais oui, à part ça, c'est les mêmes. Hein. Et le cou est plus fin aussi. Ok. Voilà, fait qu'ils n'ont pas ramené les scores dans le Lower Decks, sûrement parce que justement c'est une race qui paraît comme plus difficile à intégrer dans ta série si vraiment ils sont tous pacifiques, mais c'est gros thématiquement, alors que les Auréliennes, il n'y a vraiment pas d'explication, c'est juste des hommes oiseaux, quoi. Ouais. Mais on les voit plusieurs fois parce qu'on arrive sur une planète ou alors on voit une autre espèce. Il y a une espèce où Peanut Hamper il y a une histoire d'amour entre le Peanut Hamper puis des oiseaux. Et puis un homme oiseau, ouais. Je sais pas si c'est des Auréliennes ou si c'est une autre espèce encore. Je pense que c'est une autre espèce d'oiseau. Parce que parce qu'ils ils maîtrisent pas la distorsion ni rien, ceux-là. Ouais, c'est ça, donc c'est encore une espèce d'oiseau. Dans quelle œuvre Je sais pas suivi. Dans Lower Decks. Ah, toujours. Bien. Mais après, c'était logique que ce soit en dessin animé parce qu'en série live, ce serait compliqué de mettre un acteur en homme-oiseau sans que ça fasse cosplay ship, quoi, mais voilà, que ça fasse vrai, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Faudrait mettre beau. Dans Enterprise, ils ont évité le problème, ils ont décidé qu'ils étaient tous morts. Oui, les avions, c'est vrai. Allez hop, les avions. Il a été question de faire venir les Gorn, ils ont fait un modèle 3D. Dans Enterprise. Et dans Stranger World aussi. Bon, bref. Allez. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Si je ne me trompe pas, nous sommes à la mi-novembre au moment de la diffusion de cet épisode, peut-être fin novembre, je ne sais plus. On va faire une pause pour le mois de décembre, comme l'avait fait la série animée Star Trek, ce qui va nous permettre de regagner du temps parce que pendant quelques semaines, nous n'allons pas pouvoir enregistrer. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir réenregistrer, mais normalement, je l'espère, les épisodes reprendront courant janvier 2026. Si vous nous écoutez en podcast, vous avez toujours une semaine sur deux les réuploads de la saison 3 de Enterprise, puisque sur le nouveau flux, il n'était pas présent, donc je les mets en quinconce avec ce qu'on fait en ce moment, la série animée. Mais voilà, donc il se pourrait qu'il y ait un trou pendant quelques temps. Normalement, enfin, je vais essayer de me débrouiller pour qu'il n'y en ait pas, mais on verra bien comment ça se passera. Voilà, merci beaucoup, Sean. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Marguerite. À bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup, Thierry. À bientôt. À bientôt. Passez un bon temps des fêtes. Joyeux Noël. Crapla.